Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir les considérants du premier point de l'article 6 du chapitre 2. L'article 6 du chapitre 2 du RGPD, il parle de la licéité et dans quelles conditions on peut utiliser légalement une donnée à caractère personnel. On a vu dans la vidéo d'hier qu'il y avait 6 raisons qui nous permettaient d'utiliser les données à caractère personnel de manière licite. Et bien maintenant, on va voir aujourd'hui les considérants qui explique un peu plus en détail, qui donne parfois plus de substance à ces 6 points-là. On est parti. Pour être licite, le traitement de données à caractère personnel devrait être fondé sur le consentement de la personne concernée. Ok? Pour être licite, le traitement de données à caractère personnel doit reposer sur tout autre fondement légitime prévu par la loi. Tu te souviens, on a 6. Donc, soit, pour être licite, la phrase elle dit que le traitement de données à caractère personnel doit reposer soit sur son consentement, soit sur tout autre fondement légitime prévu par la loi, soit tout autre fondement légitime, pardon, ok, que ça soit prévu par la loi, prévu par le règlement, ou que ça soit prévu dans une autre disposition du droit national, ou dans une autre disposition du droit de l'Union, ainsi que le prévoit le présent règlement. Ok? Oui, je sais, on aime la précision dans notre métier. Donc, cette phrase, pour l'instant, elle dit simplement que l'utilisation d'une donnée à caractère personnel doit respecter une des 6 composantes qu'on a vues ensemble, ou alors le RGPD, ou alors la loi, ou alors un des droits nationaux d'un État membre de l'Union européenne. Ok? Trop de précision, ça nous a obscurci notre compréhension. Pour être licite, le traitement de données à caractère personnel devrait être fondé sur le consentement de la personne concernée, ok, y compris la nécessité de respecter l'obligation légale à laquelle le responsable de traitement est soumis, tu te souviens, ou la nécessité d'exécuter un contrat auquel la personne concernée est partie, tu te souviens, ou pour prendre des mesures précontractuelles, tu te souviens. On a vu tout ça. Ok. Donc en gros, ce paragraphe-là, c'est juste un petit récap juridique pas très facile à comprendre de ce qu'on a vu dans la vidéo d'hier. Le considérant 41, j'oublie parce que c'est pas nécessaire c'est nécessaire pour nous, consoeurs, enfin mes consoeurs et mes confrères. C'est pas nécessaire pour toi si tu n'es pas une consoeur ni un confrère. Et si tu es une consoeur, bon bah t'as juste à me le lire. Considérant 42. Lorsque le traitement est fondé sur le consentement de la personne concernée, le responsable de traitement devrait être en mesure de prouver que la dite personne a consenti à l'opération de traitement. Tu te souviens? On avait vu ça, hein. Je vais essayer d'arrêter de dire tu te souviens. En particulier dans le cadre d'une déclaration écrite relative à une autre question, des garanties devraient exister afin de garantir que la personne concernée est consciente du consentement donné et de sa portée. Est-ce que c'est clair pour toi? Conformément à la directive 93/13 CEE du Conseil, une déclaration de consentement rédigée préalablement par le responsable de traitement devrait être fournie sous une forme compréhensible et aisément accessible et formulée en des termes clairs et simples, et elle ne devrait contenir aucune clause abusive. Pour que le consentement soit éclairé, la personne concernée devrait connaître au moins l'identité du responsable de traitement et les finalités auxquelles sont destinées les données à caractère personnel. Le consentement ne devrait pas être considéré comme ayant été donné librement si la personne concernée ne dispose pas d'une véritable liberté de choix ou n'est pas en mesure de refuser ou de retirer son consentement sans subir de préjudice. Globalement, ce que dit tout ce paragraphe, c'est rien de très compliqué, sincèrement. Ça dit qu'on devrait être en mesure de prouver que la personne a donné son consentement. Jusque-là, ok. Ensuite, on dit qu'on doit expliquer, on doit être sûr que la personne est consciente du consentement donné et de sa portée. Et pour être sûr
que la personne est consciente du consentement donné et de sa portée, il faut simplement expliquer en des termes clairs, simples et accessibles pourquoi on utilise les données à caractère personnel de la personne. Et en expliquant simplement dans ce document, tout mignon, tout clair, pourquoi on utilise les données à caractère personnel de la personne et pourquoi on utilise ces données et ce qu'on va en faire, c'est pareil. On indique aussi que ce document ne doit contenir aucune clause abusive. Ensuite, on dit que pour que le consentement soit éclairé, il faut qu'on connaisse la personne à qui on confie notre donnée, donc l'humain qui représente l'entreprise pour laquelle on confie la donnée, et évidemment pourquoi on va se servir de ces données. Jusque-là, rien de délirant. On dit aussi que le consentement ne doit pas être considéré comme étant donné librement si on n'a pas une véritable possibilité de choisir les items précis sur lesquels on donne son consentement et les items précis sur lesquels on ne donne pas son consentement. Je vais reprendre l'exemple que j'ai donné hier. Je ne sais pas si tu as regardé la vidéo en entier parce qu'elle est quand même longue et que effectivement ça peut faire, ça peut faire peur, hein, une vidéo aussi longue. Euh, Tu te souviens quand on s'inscrivait à des webinaires en 2021, 2022, euh, quand tu t'inscrivais au webinaire, il te disait à la fin, je consens de partager mes données personnelles pour l'inscription au webinaire, ok, pour partager mes informations à des partenaires du webinaire, pour recevoir la newsletter de l'entreprise qui accueille le webinaire, etc. Et toutes ces informations-là, elles étaient mixées dans une seule phrase. Ça veut dire que quand tu cochais la phrase, que tu étais obligé de cocher, tu donnais ton consentement pour tout et tu pouvais pas choisir précisément ce pourquoi tu voulais donner ton consentement. Et ça, effectivement, ça a été corrigé maintenant parce que bah, les gens ont compris hein, que c'était pas conforme et que de plus en plus se prennent des sanctions. Donc voilà, c'est comme ça qu'on avance tristement. Mais dans tous les cas, maintenant, en 2023, quand tu t'inscris à un webinaire, tu as bien les différents items dans différentes cases. Et comme ça, ton consentement, tu le donnes spécifiquement pour quelque chose de particulier. Donc oui, je souhaite m'inscrire au webinaire, donc je donne mes informations pour me permettre de m'inscrire au webinaire, etc. Je donne aussi mes informations ou je ne donne pas mes informations pour les partenaires commerciaux du webinaire. Et je donne ou je ne donne pas mes informations pour recevoir la newsletter de l'hébergeur du webinaire. Et ça, c'est des choses que du coup maintenant on voit corriger, mais qui illustrent bien cette véritable liberté de choix de ce sur quoi tu donnes ton consentement. Et après, tu te souviens, on avait dit, faut pas oublier que dans le consentement, le sujet avec cette base légale, en fait, cette utilisation de données, cette raison qui nous permet d'utiliser licitement, donc légalement, une donnée à caractère personnel, le souci du consentement, c'est qu'on peut le donner, mais on peut le reprendre. Ça veut dire que c'est très important que pour l'entreprise qui utilise ta donnée personnelle, que si elle utilise ta donnée personnelle sur la base du consentement, il faut que ça soit des données qu'elle soit OK de ne plus utiliser, pour lequel ce n'est pas vital que son entreprise exploite, parce que si on retire son consentement, c'est plus possible pour l'entreprise de fonctionner. Exemple qui marche trop bien, on donne jamais, on n'utilise jamais la raison du consentement pour pouvoir réaliser les fiches de paye et faire ses obligations de déclaration fiscale, administrative, etc., des données des salariés. Tu verras jamais une RH qui te dit, est-ce que tu m'autorises sur la base du consentement à utiliser tes données personnelles pour te faire la paye? Parce que si un jour tu dis non, ben on fait comment? Tu comprends? Donc ça, c'est voilà, faut être très minutieux dans l'utilisation dans le choix de la base légale qu'on utilise, donc la raison pour laquelle on utilise une donnée à caractère personnel, parce que ça peut avoir des conséquences importantes. Et il faut pas, et je pense que maintenant tu l'as compris, que les données importantes pour toi et ton business soient utilisées sur la base du consentement. Il faut toujours que tu te dises, si le jour où ils disent non, est-ce que j'ai une possibilité d'action le jour où la personne me retirera son consentement? Donc ça, c'est le point, c'est ce point-ci. On va voir maintenant le point 45. On avait dit qu'il fallait voir le point 45. Je regarde ici parce que mon RGPD papier est ici et j'ai pas envie de te casser les yeux à scroller dans tous les sens. Lorsque le responsable de traitement est conformément à une obligation légale à laquelle le responsable de traitement est soumis, ou lorsqu'il est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'autorité publique, le traitement devrait avoir un fondement dans le droit de l'Union ou dans le droit d'un État membre.
En gros, ça dit que si on utilise une donnée à caractère personnel sur la base d'une obligation légale ou d'une mission d'intérêt public, cette obligation légale ou cet intérêt public devrait exister dans le droit, soit de l'Union européenne, soit dans le droit du pays concerné par cette obligation légale ou par cette mission d'intérêt public. Le présent règlement ne requiert pas de dispositions légales spécifiques pour chaque traitement individuel. Une disposition légale peut suffire pour fonder plusieurs opérations de traitement basées sur une obligation légale à laquelle le responsable de traitement est soumis ou lorsque le traitement est nécessaire pour l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique. Ça, c'est de la popote pour nous juristes. Te prends pas la tête si t'as pas le truc. Il devrait également appartenir au droit de l'Union ou au droit d'un État membre de déterminer la finalité du traitement. Par ailleurs, ce droit pourrait préciser des conditions générales du présent règlement régissant la licéité du traitement et des données à caractère personnel établies. Ouais, tout le 45, c'est de la popote pour mes consoeurs et mes confrères. Si tu n'es ni une consoeur ni un confrère et que t'as pas vocation à l'être, oublie. Oublie, ça va te prendre la tête pour rien. Considérant 46. J'aurais peut-être dû le lire avant de lancer la vidéo quand même, pour être sûre de ce que je vous partage ou pas. Je suis tellement sereine sur mes connaissances que du coup je tourne direct et je fais pas attention et des fois effectivement, comme maintenant, je me rends compte que c'est peut-être overkill pour nous. Enfin pour le besoin de cette chaîne YouTube. Considérant 46. On verra si cette fois on la tient ou pas. Le traitement de données à caractère personnel devrait être considéré comme licite lorsqu'il est nécessaire pour protéger un intérêt essentiel à la vie de la personne concernée ou à celle d'une autre personne physique. Le traitement de données à caractère personnel fondé sur l'intérêt vital d'une autre personne physique ne devrait en principe avoir lieu que lorsque le traitement ne peut manifestement pas être fondé sur une autre base juridique. C'est bien une des 6 raisons. Certains types de traitements peuvent être justifiés à la fois par des motifs importants d'intérêt public et par les intérêts vitaux de la personne concernée. Par exemple, lorsque le traitement est nécessaire à des fins humanitaires, y compris pour suivre des épidémies et leur propagation, terriblement trop d'actualité, ou dans les cas d'urgence humanitaire, notamment les situations de catastrophes naturelles et d'origine humaine. Tristement d'actualité aussi. Donc en fait, ce considérant 46, contrairement au considérant 45 qu'on a vu, lui, on peut se concentrer dessus. Il n'est pas réservé qu'à mes consoeurs, à mes confrères. On peut, donc tu vois, on remarque que ce considérant 46 nous donne un poil plus d'éléments pour apprécier ce qu'est la notion de sauvegarde d'intérêt vital. C'est une notion, la notion de sauvegarde d'intérêt vital, ou j'ai inventé un truc? Oui, si, sauvegarde des intérêts vitaux, j'ai pas inventé un truc, super. Donc effectivement, là, on a un peu plus de définition sur ce point-là. On dit qu'effectivement, donc déjà, on nous dit qu'on utilise ce traitement quand on ne peut pas utiliser autre chose. C'est pas mal. C'est une bonne. Tu t'avais dit, hein, tu sais, les juristes, ils ont cette logique de quand on sait pas ce qu'est quelque chose, on sait ce que ça n'est pas. Bah là, ça reprend typiquement cette logique-là. Et effectivement, on peut préciser donc qu'on a effectivement, en termes d'illustration pour se donner un petit ranking de comment on peut l'utiliser, on a des fins humanitaires, le suivi des épidémies, leur propagation, urgence humanitaire, catastrophe naturelle ou d'origine humanitaire. Ok. Si t'as des questions, tu m'écris en commentaire. Considérant 47. Et considérant 47, il va finaliser notre point. Ah oui, ça j'avais oublié. On verra après. Les intérêts légitimes d'un responsable de traitement, y compris ceux d'un responsable de traitement à qui les données à caractère personnel peuvent être communiquées, ou d'un tiers, peuvent constituer une base juridique pour le traitement. Et c'est ce qu'on disait, hein, tu te souviens, à moins que les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée ne prévalent compte tenu des attentes raisonnables des personnes concernées,
fondée sur leur relation avec le responsable de traitement. Ok? Tu te souviens? On avait dit euh, les intérêts légitimes du responsable de traitement ne surpassent pas le droit et liberté, les droits et libertés de la personne concernée. Jusque-là, rien de déliant. Un tel intérêt légitime pourrait, par exemple, exister lorsqu'une relation pertinente et appropriée entre la personne concernée et le responsable de traitement dans des situations telles que celle-là, ou telles que celle, pardon, où la personne concernée est un client. On va refaire la phrase parce que je sens que je t'ai perdu, parce que moi aussi je me suis perdue. Un tel intérêt légitime pourrait, par exemple, exister lorsqu'il existe une relation pertinente et appropriée entre la personne concernée et le responsable de traitement, dans des situations telles que celles où la personne concernée est un client du responsable du traitement ou à son service. En gros, et en plus simple, l'intérêt légitime du responsable de traitement qui utilise la donnée personnelle d'un humain peut se mesurer plus facilement si cet humain est soit un client, soit un salarié. Exemple, potentiel, faire les payes. C'est bête, mais potentiellement, ça t'illustre assez bien le fait que ben, l'obligation du responsable de traitement, ok, mais ça illustre assez bien qu'on a besoin que le responsable de traitement, je suis ma logique pour le coup, que le responsable de traitement doit faire des payes, doit faire des déclarations d'utilisation, enfin les déclarations sociales du salarié. Donc, il a cet intérêt d'utiliser ta donnée pour faire cette déclaration sociale. Là, en l'occurrence, il y a le fondement de l'obligation légale, hein, t'inquiète pas. Ça, c'est très clair. J'espère que c'est clair aussi pour toi. Mais cet exemple pour illustrer. Et si c'est ton client, et si tu es client du responsable de traitement, bon, ben, c'est pareil. Pour qu'il puisse réaliser ton service ou ta vente de produit, peu importe, il faut qu'il utilise ta donnée personnelle à minima. S'il te vend un produit, il faut bien qu'il sache à quelle adresse te le livrer. C'est bête, mais c'est vrai. Ok? En tout état de cause, l'existence d'un intérêt légitime devrait faire l'objet d'une évaluation attentive, notamment afin de déterminer si une personne concernée peut raisonnablement s'attendre, au moment et dans le cadre de la collecte des données à caractère personnel, à ce que celles-ci fassent l'objet d'un traitement à une fin donnée. Les intérêts et les droits fondamentaux de la personne concernée pourraient en particulier prévaloir sur l'intérêt du responsable du traitement lorsque des données à caractère personnel sont traitées dans des circonstances où les personnes concernées ne s'attendent raisonnablement pas à un traitement ultérieur. Attends 2 secondes, je suis de retour. Étant donné qu'il appartient au législateur de prévoir par la loi la base juridique pour le traitement des données à caractère personnel par les autorités publiques, cette base ne devrait s'appliquer au traitement effectué par des autorités publiques dans l'accomplissement de leur mission. Le traitement de données à caractère personnel strictement nécessaire à des fins de prévention de la fraude constitue également un intérêt légitime du responsable de traitement. Le traitement de données à caractère personnel à des fins de prospection peut être considéré comme étant réalisé pour répondre à un intérêt légitime. Là, tu vois, sur le sujet de la prospection, on a plein de communications de la CNIL qui ont été faites que je vais peut-être... J'hésite à en faire une vidéo parce qu'il y a déjà beaucoup de monde qui ont fait du contenu sur ça. Et je sais pas si c'est vraiment pertinent que je fasse, que je rajoute ma propre création de contenu sur le sujet. J'essaie de me concentrer sur les choses que pour l'instant, pas grand monde ne fait et j'ai pas vu grand monde vous lire un par un les articles du RGPD et essayer de vous les expliquer en même temps. Donc, ce que je vais faire pour le sujet de la prospection, en tout cas, c'est peut-être te mettre des ressources. Si j'y pense, et si j'oublie, mettez-le moi dans les commentaires, mais dans le lien, dans la description de cette vidéo, je vais te mettre des ressources qui sont, à mon sens, bien faites sur comment gérer la prospection. Après, il faut savoir que pour le coup, le sujet de la prospection, c'est un sujet qui est régulièrement mis à jour. Donc, je t'invite, conformément à ce que je t'ai dit dans ma vidéo astuces de juriste, je t'invite vraiment à aller voir la date
la date de l'information et d'aller chercher la date la plus récente possible. Parce que pour ce coup-là, c'est des sujets qui se peaufinent et qui s'ajustent au fur et à mesure de ce qu'on vit, hein, tout simplement. Donc voilà. C'est ce qui clôt le considérant 47 et on va revenir